diviser au niveau de l'entreprise, l'investissement. Si on va au niveau des catalogues, donc l'information, je vais prendre un peu d'avance, l'information est bien subdivisée. Donc, on a chacun des segments de marché qui sont desservis par cette entreprise-là. Les descriptions de produits sont bien présentées en paragraphes, bien subdivisés. Je ne suis pas sûr que ça va fonctionner, mais c'est pas grave, on va retourner tout de suite à la présentation. Donc, c'est vraiment un exemple. Puis vous voyez ici, il y a d'autres sites. Donc, le PDF est disponible. Donc, si vous êtes en développement de site web ou si vous n'avez un que vous voulez vous inspirer, mais je vous inviterais à aller voir ces sites-là pour justement vous inspirer. Donc, il y a Dell, Deloitte, GE. Je vais changer de slide. Donc, les sites web, avoir un site de qualité comme celui de Cintas est vraiment important. Parce que lorsqu'on regarde au niveau des facteurs d'influence lors de la décision d'achat de produits et services en B2B, ça ici c'est en Amérique du Nord, bien, sur une cote sur 7, les deux premiers, ceux qui ont la plus grosse cote, c'est le bouche à oreille, donc l'opinion des collègues qui ont déjà fait affaire avec votre entreprise, et les sites web. Donc, c'est vraiment un facteur d'influence. Puis si on regarde d'un point de vue distributeur, c'est un autre facteur très important, 5.1 sur 7. Les sorties de moteurs de recherche, donc on va parler un petit peu plus loin. Et ensuite de ça, d'autres publications. Donc, on voit qu'au niveau B2B, les sites web sont un facteur d'influence dans la décision d'achat. Et si on compare ça avec les sites web B2C, on peut faire des comparatifs. Donc, au niveau du B2C, donc la grande consommation de tous les jours, les gens vont faire confiance surtout aux des opinions des autres personnes en ligne, donc les commentaires, les sites web des entreprises, les courriels, les vidéos, les publicités. Donc, on voit que d'un point de vue B2C et d'un point de vue B2B, il y a vraiment des similitudes et le processus d'achat un peu B2C est transféré en B2B. Par contre, une chose qui est à noter, c'est qu'au point de vue B2C, l'utilisation des gens d'une façon journalière d'Internet est beaucoup plus ludique. Donc, on va faire principalement des courriels, regarder des nouvelles, on va magasiner un peu en ligne, on va jouer à des jeux, on va regarder des vidéos, on va aller sur des réseaux sociaux comme Facebook, écouter de la musique. Donc, juste mettre une petite parenthèse que le B2C est beaucoup plus ludique. Par contre, même au niveau des informations, de la recherche d'informations, on a vu les éléments décisionnels, mais là, quand on est en évaluation des différentes solutions, en B2C, on va regarder les sites web, les courriels. Si on regarde au niveau technologique, le site web est en premier, les sorties des moteurs de recherche. Et puis, donc, ça va être des choses qu'on va voir un petit peu plus loin qui sont utilisées aussi en B2B. Si je vous présente au niveau du contenu, les entreprises qui œuvrent dans cette industrie-là, au niveau du marketing, quels sont les outils d'information, justement, sur les sites web qui mettent en place pour mettre de l'avant leurs produits. Donc, on a une multitude, on a les études de cas. Donc, une étude de cas, tel client a acheté produit X, à l'intérieur de 6 mois, a rentabilisé son investissement, au bout d'un an, a fait des économies de 300 000 $. C'est le genre de choses qu'on peut intégrer. La littérature sur le produit, des défis techniques, des informations beaucoup plus poussées, bien évidemment les sites web. Ensuite de ça, les white papers qui sont en fait la documentation qu'on a à l'intérieur des trade shows, donc les petits pamphlets. Ensuite de ça, les webcasts, les vidéos sur Internet, les analyses de marché, les articles sur l'industrie faits par les journalistes, puis finalement les outils un petit peu plus Web 2.0, les vidéos, les podcasts et les blogs. Et si on compare ça, qui sont utilisés le plus souvent par les acheteurs en B2B, ben, on retrouve pas mal la même chose. Donc, les white papers, les études de cas en tête de liste, la littérature sur le produit, des articles des autres, donc pas les liens pointant vers les articles des journalistes. Donc, c'est ça. Donc, ça peut être des choses justement qui sont importantes à intégrer dans votre site web pour mettre de l'avant, puisque c'est déjà utilisé par les gens.
au cours de ma recherche pour cette présentation aujourd'hui, il y a vraiment une opportunité que j'ai relevée que je tenais à communiquer avec vous, c'est définitivement au niveau des vidéos. Lorsqu'on regarde l'utilisation au niveau des acheteurs, il y a 40% qui vont consulter du contenu vidéo sur une base hebdomadaire pour aller chercher de l'information. Et puis, si on étend ça, en général, ça va être 90% qui vont utiliser du contenu vidéo. Et ensuite de ça, il va y avoir 80%, surtout d'une façon mensuelle, de ces acheteurs-là qui vont partager les vidéos. Donc, il y a un effet de viralité dans les vidéos. Puis, en fait, c'est pour vous présenter les différents formats qui sont utilisés, donc les webcasts, les nouvelles, les démonstrations et les autres. Par contre, et c'est là que l'opportunité est présente, au niveau de l'utilisation de ces outils-là, c'est vraiment en fin de liste. Donc, les acheteurs utilisent les vidéos, mais il y a peu d'entreprises qui en offrent. Et les vidéos, maintenant, c'est rendu relativement facile de créer des vidéos de bonne qualité à moindre prix. Il y a des caméras comme les caméras flip, les caméras Kodak en fait une très bonne que moi je possède, la Z-Bit, qui est une caméra qui est capable d'enregistrer de la vidéo HD pour le web, caméra de 175 $. Il y a des outils gratuits aussi, par exemple Windows Movie Maker, il y en a plein d'autres aussi au niveau du montage vidéo. Donc, il est relativement facile, à moindre frais, de créer soi-même des vidéos corporatives intéressantes. Vous dites sûrement, les vidéos, mais je manque de temps. Bien, je vous ai sorti une statistique que je trouve intéressante. Donc, quelle est la fréquence auquel les marketeurs vont créer du contenu, updater du contenu au niveau B2B? Bien, on voit que à presque 70%, ça va être de façon mensuelle ou trimestrielle. Donc, pas besoin de mettre une vidéo à chaque semaine ou à chaque 2 jours. Ça peut être de façon mensuelle, trimestrielle au début, puis façon mensuelle. Donc, c'est quelque chose qui s'intègre. C'est pas obligé d'être une vidéo d'une demi-heure. Vidéo YouTube, c'est à l'intérieur de 10 minutes. Moins que ça, c'est idéal, donc 5 minutes. Donc, c'est relativement facile de créer du contenu pertinent de façon facile. Donc, maintenant qu'on a vu l'importance des sites web en B2B et qu'on a vu quel type de contenu est utilisé par les acheteurs et mis de l'avant, puis les opportunités qu'il y a au niveau du vidéo, je vais vous présenter un petit peu plus comment, justement, mater cette information-là sur le site ou qu'est-ce qui est à regarder lorsque vous allez développer votre site web. Des actions visant à permettre à l'internaute d'utiliser un site web, ce qui est très important, avec un maximum de plaisir et d'efficacité. Donc, c'est l'ensemble des actions qui vont faire en sorte que la navigation va être facile. Il y a plusieurs questions qui sont à se poser lorsqu'on est dans la création des maquettes fonctionnelles des sites web. Souvent, on va avoir tendance à se compliquer la vie, mais il y a des questions de base qu'il faut se poser. Est-ce que mon site est simple et facile à utiliser? Comme par exemple celui de Centence. Est-ce que c'est un visuel qui est épuré, navigation facile? Ça, il faut regarder ça. Est-ce que mon site web est optimisé pour les ventes? Ça dépend toujours de votre objectif, mais si vous avez un objectif de vente, un peu moins informationnel, c'est important de mettre ça de l'avant de façon claire, mais pas de façon agressive, comme je l'ai mentionné précédemment. Une autre question qu'on peut se poser, les gens qui arrivent sur mon site, vont-ils plus loin que la page d'accueil? Donc ça, c'est un bon signe de pertinence du site. Puis justement, est-ce que l'information est intéressante? Je vais vous présenter un outil Google Analytics qui permet justement d'évaluer, de répondre à cette question-là. Une autre question, sont-ils reçus par le bon message? Quel est votre avantage concurrentiel qui vous permet de différencier de la concurrence? Et est-ce qu'il est bien mis de l'avant? C'est une question qui est importante et puis il faut y aller aussi d'une façon synthétisée. Puis finalement, est-ce que le site web répond bien aux différents types d'utilisateurs visés ou est-ce qu'il tente de plaire à tout le monde? Donc, si vous avez différents segments de marché, si vous avez, par exemple, on va parler d'extranet, si vous avez des clients actuels, des clients potentiels, il faut bien structurer l'information. Essayer de plaire à tout le monde, c'est la meilleure façon pour plaire à personne, finalement. Au niveau de l'ergonomie, on pourrait faire une séance de 1 heure sur l'ergonomie, mais je tenais juste à vous présenter un concept de base qui souvent est négligé ou des fois qui est mis de côté pour un design plus intéressant. C'est vraiment le concept de navigation qu'on appelle de F-shape.
Donc, la navigation en RF, ça découle